Le soleil se levait lentement sur les vastes plaines du Nebraska. L'air du matin, encore chargé de brumes légères, caressait l'herbe haute qui s'étendait à perte de vue. Là, au sommet d'une colline surplombant son territoire, se tenait Ahyoka, chef respecté de la tribu des Lakota. Sa carrure imposante, ses épaules larges et ses traits marqués inspirèrent la crainte et le respect de tous ceux qui le suivaient. On disait de lui qu'il était aussi solide qu'un rocher, aussi inflexible que le vent du nord en plein hiver. Depuis des années, Ahyoka menait son peuple avec une main ferme, veillant à sa survie face aux hivers rudes, aux conflits avec les tribus voisines et aux colons qui grignotaient peu à peu leurs terres. Mais derrière cette force apparente se cachait un vide. Son épouse était morte 5 ans plus tôt, emportée par la maladie avant de lui donner un héritier. Et dans son cœur endurci, il ne restait qu'un seul désir: laisser derrière lui un fils qui porterait son nom et prolongerait sa lignée. L'amour, lui, avait disparu. Ahyoka n'y croyait plus. Pour lui, les émotions n'étaient qu'un luxe fragile qui égarait les hommes. Il avait juré de ne plus jamais se laisser attendrir par la douceur d'une femme. Ce qu'il voulait, c'était une descendance, une promesse de continuité, une graine semée pour l'avenir. Voilà pourquoi il avait pris une décision que certains trouvaient étrange. Choisir une servante orpheline, une jeune femme sans clan ni famille, pour porter son enfant. Cette décision n'était pas née d'un coup de tête. Dans son esprit rigide, cela représentait une alliance pratique. Une orpheline n'avait pas d'attache, pas de voix influente, qui pourrait troubler l'équilibre du pouvoir. Elle serait docile, reconnaissante, prête à obéir. L'enfant naîtrait, et lui, Ahyoka, aurait enfin ce qu'il attendait, rien de plus. Pourtant, dans les profondeurs de son être, un sentiment qu'il refusait de nommer vibrait doucement. Peut-être était-ce la solitude, peut-être un reste de tendresse enfouie qu'il n'osait plus affronter. Mais il repoussa cette pensée. L'homme qu'il était devenu ne se permettait pas de faiblesse. Un matin, il convoqua ses conseillers. « Je veux une femme, » dit-il d'une voix grave. « Pas une épouse, une femme assez forte pour me donner un enfant. » Les anciens échangèrent des regards prudents. Ils savaient qu'il ne parlait pas d'amour ni d'alliance politique. Ils connaissaient la dureté de son cœur depuis la mort de sa compagne. Pourtant, aucun n'osa le contredire. Quelques jours plus tard, on lui parla d'une jeune femme travaillant dans les cuisines du camp, une servante silencieuse, appliquée, dont les yeux reflétaient une mélancolie profonde. Elle n'avait plus de parents depuis longtemps, recueillie par pitié par la tribu. Elle se nommait Liana. Ce nom, à peine soufflé, resta suspendu dans l'esprit du chef. Il ne l'avait jamais vraiment remarqué auparavant, occupé qu'il était par ses responsabilités et ses guerres. Mais il se souvint vaguement d'une silhouette menue, d'un visage aux traits délicats et de la douceur d'une voix qui chantait parfois près du feu, quand elle croyait être seule. Il ordonna qu'on la lui amène. Ce soir-là, tandis que les flammes dansèrent dans l'air froid, Ahyoka fixait l'horizon. Le choix qu'il s'apprêtait à faire allait bouleverser sa vie et celle d'une innocente. Pourtant, dans son esprit, tout semblait simple. Elle serait le ventre qui porterait son héritier. Rien de plus. Liana n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer stable. Elle était née d'une mère trop jeune qui mourut en la mettant au monde, et d'un père disparu, avant même d'apprendre qu'il avait une fille. Ballottée de familles en famille, elle avait grandi dans les marges, souvent traitée comme un fardeau. À l'âge de 10 ans, la tribu de Lakotas l'avait recueillie par pitié, la plaçant parmi les serviteurs qui cuisinaient, nettoyaient et préparaient les feux.
Elle avait appris très tôt à vivre dans l'ombre, à se faire discrète, à ne pas attirer la colère des plus puissants. Pourtant, malgré sa condition, Liana possédait une lumière singulière. Ses gestes étaient empreints d'une délicatesse qui frappait ceux qui l'observaient en silence. Son regard, d'un brun profond, portait à la fois une tristesse ancienne et une douceur presque irréelle. Elle ne se plaignait jamais, acceptant son sort avec une résignation tranquille. Mais le soir, lorsqu'elle croyait que personne ne l'entendait, elle chantait doucement des mélodies apprises d'on ne sait où. Ces chants simples, portés par une voix claire, semblaient consoler la nuit elle-même. Lorsque le messager vint lui annoncer que le chef l'avait demandé, son cœur se serra. On ne convoquait pas une servante sans raison. Elle baissa les yeux, craignant d'avoir commis une faute. Pourtant, on la conduisit à travers les tentes, jusqu'à la grande demeure de cuir et de bois où résidait Ahioka. Elle n'avait jamais été aussi proche de lui. Le chef lui inspirait une crainte mêlée d'admiration. Tous racontaient ses exploits, sa force au combat, son courage face aux ennemis. Mais Liana ne voyait en lui qu'un homme inaccessible, entouré d'une aura de puissance qui la tenait à distance. Quand elle entra, il se tenait debout près du feu, les bras croisés sur sa poitrine. Sa haute stature dominait l'espace, et ses yeux noirs se posèrent sur elle, avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es Liana ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme un tonnerre contenu. « Oui, mon chef », répondit-elle d'une voix tremblante, les yeux fixés sur le sol. Il la détailla longuement. Son visage rond, encadré de mèches sombres, portait la fraîcheur de la jeunesse, mais aussi les marques de labeur. Ses mains, fines mais légèrement abîmées, témoignaient des années de service. Il y avait dans sa posture une humilité sincère, mais aussi une force intérieure qu'il n'attendait pas. « On m'a dit que tu étais sans famille, » continua-t-il, « que tu n'as personne pour te réclamer. » Elle acquiesça doucement. « C'est vrai, mon chef, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. » Un silence pesa. Ahioka la fixait toujours, ses pensées lourdes d'un plan qu'il n'avait pas encore révélé. Elle, de son côté, se sentait comme une proie observée par un prédateur, mais un prédateur qui hésite à mordre. Enfin, il parla. « J'ai besoin d'un héritier, et c'est toi que j'ai choisi. » Ces mots frappèrent Liana comme une flèche. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. Un instant, elle crut avoir mal entendu. Être choisie par le chef? Elle, une simple servante sans nom? Mon chef, je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Il n'y a rien à comprendre, trancha-t-il. Tu porteras mon enfant. Tu vivras sous ma protection jusqu'à ce que cette tâche soit accomplie. Tu n'auras rien à craindre, tant que tu m'obéis. Liana sentit ses jambes faiblir. Une partie d'elle voulait refuser, s'enfuir, disparaître. Mais une autre, plus réaliste, savait qu'on ne refusait pas un chef. Et puis, dans le fond de son cœur, l'idée de ne plus être invisible, de devenir quelqu'un d'important, éveillait une peur mêlée d'un espoir confus. Elle inclina la tête en signe de soumission. « J'obéirai », dit-elle d'une voix à peine audible. Ahioka hocha la tête, satisfait. Mais lorsqu'il la vit ainsi, frêle et docile, une ombre passa dans son regard. Il s'était attendu à une femme robuste, solide, presque indifférente. Au lieu de cela, il avait devant lui une créature fragile, presque trop pure pour son projet froid. Et cela, sans qu'il s'en rende compte, venait déjà fissurer son armure de pierre. Le lendemain de cette étrange rencontre, le camp tout entier semblait murmurer. Bien que le chef n'ait rien annoncé publiquement,
Les rumeurs couraient déjà. Ahioka avait choisi une servante pour devenir la mère de son héritier. Certains y voyaient une décision sage, d'autres un affront aux traditions. Mais personne n'osait remettre en cause la parole du chef. Liana, elle, passait ses journées dans un tourbillon d'incertitudes. On l'avait installée dans une tente plus spacieuse, éloignée des autres servantes. On lui apportait de la nourriture meilleure. On lui offrait des vêtements qu'elle n'avait jamais rêvé de porter. Pourtant, son cœur restait serré. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas choisi cette destinée. Et chaque fois qu'elle croisait le regard du chef, un frisson parcourait sa colonne vertébrale, mélange d'effroi et d'une fascination incompréhensible. Le soir venu, Ahioka vint la voir. L'air froid balayait la tente, et il souleva le pan de cuir d'un geste ferme. Sa haute silhouette remplit aussitôt l'espace, comme s'il y avait trop peu d'air pour deux. Liana se leva précipitamment, le cœur battant. « Assieds-toi » ordonna-t-il calmement. Elle obéit, ses mains jointes sur ses genoux. Ahioka prit place en face d'elle. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité qui la clouait sur place. « Tu comprends ce que cela signifie ?» dit-il d'une voix grave. « Tu seras mienne, mais pas comme une épouse. Je ne te promets ni parure ni titre. Ton rôle sera d'enfanter mon héritier. » Les mots tombèrent, comme des pierres. Liana baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard perçant. « Je comprends, » répondit-elle d'une voix timide. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Puis, à sa grande surprise, Ahioka reprit d'un ton moins tranchant. « Mais sache une chose, Liana, je ne suis pas un homme de douceur. Mon cœur est fermé depuis longtemps. Je ne te donnerai pas ce que tu espères peut-être. » Elle leva lentement les yeux vers lui. Ses lèvres tremblaient légèrement. « Je n'attends rien, mon chef, » souffla-t-elle. Cette réponse le troubla. Il s'attendait à une protestation, à une larme, peut-être même à une colère. Mais ce qu'il trouva dans ses yeux, ce fut une résignation calme, une force silencieuse. Cela l'irrita autant que cela le toucha. Il se leva brusquement, comme pour briser cette tension invisible. « Prépare-toi. Dès demain, tu ne seras plus servante. Tu partageras mes nuits. » Ces mots glacèrent Liana. Elle acquiesça lentement, mais dès qu'il quitta la tente, ses mains se portèrent à son visage. Des larmes silencieuses coulèrent, brûlantes. Non pas parce qu'elle détestait l'idée d'appartenir au chef, mais parce qu'elle craignait de perdre la petite liberté qu'elle avait toujours connue, celle de rester invisible. Pendant ce temps, Ahioka marchait seule dans l'obscurité. Le vent nocturne fouettait son visage. Mais c'était autre chose qui le dérangeait. Pourquoi son cœur avait-il battu plus vite en voyant cette fragilité contenue? Pourquoi avait-il senti l'espace d'un instant le désir de poser sa main sur son épaule pour la rassurer? Il secoua la tête, furieux contre lui-même. Non, ce n'était pas cela qu'il voulait. Elle n'était qu'un moyen pour atteindre son but. Et pourtant, dans le silence de la nuit, une pensée s'imposa malgré lui. Peut-être n'est-elle pas aussi fragile que je le crois. La première nuit qu'elle passa dans la tente du chef fut silencieuse, lourde d'une tension qu'aucun des deux ne voulait briser. Ahioka s'était allongée à ses côtés comme un roc, distant, presque froid. Liana, tremblante, gardait les yeux grands ouverts, fixant les ombres des peaux tendues au-dessus d'eux. Elle s'attendait à ce qu'il la prenne de force, sans ménagement, comme il l'avait laissé entendre. Mais il ne fit rien cette nuit-là. Il resta immobile, respirant lentement, comme s'il s'était endormi. Le lendemain, il ne dit rien non plus. Pas un mot de réconfort, pas une explication. Simplement,
Il sortit de la tente pour rejoindre ses guerriers. Lyanna, elle, resta seule avec ses pensées. Elle ne comprenait pas cet homme, brutal en paroles, mais étrangement retenu en actes. Cela la troublait. Les jours s'écoulèrent ainsi. Ahyoka la traitait avec une correction distante. Elle mangeait mieux qu'avant, avait des habits chauds, mais son rôle n'était pas celui d'une compagne. Il ne cherchait pas sa conversation, ne lui demandait jamais son avis. Pourtant, chaque soir, il revenait, et la proximité de leur corps dans l'obscurité réveillait en elle un mélange d'angoisse et de curiosité. Peu à peu, elle s'habitua à ses silences. Elle apprit à lire ses gestes, ses regards. Il avait une manière de serrer les mâchoires lorsqu'il était préoccupé. Un froncement de sourcils quand il observait le ciel, une étincelle de fierté quand il parlait à ses hommes. Elle découvrit, sans qu'il le sache, les fissures de son armure. Mais les tensions ne manquaient pas. Certains guerriers voyaient d'un mauvais œil l'ascension soudaine de la servante. On chuchotait qu'elle n'était pas digne de porter le sang d'un chef. Lyanna entendait ces murmures lorsqu'elle passait près du feu commun. Elle baissait la tête et se taisait, mais ses joues s'embrasèrent de honte. Une nuit, après avoir entendu 2 femmes se moquer d'elle, elle éclata en sanglots dans la tente. Ahyoka, surpris, la fixa longuement. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il d'un ton sec. « Parce qu'ils disent que je ne suis rien, que je ne mérite pas de porter ton enfant, » répondit-elle entre 2 larmes. Il la regarda comme si ces mots l'avaient piquée. Lentement, il s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas à écouter leur langue venimeuse, » dit-il. « Tu es celle que j'ai choisie, et ma parole vaut plus que leurs murmures. » Elle leva les yeux, étonnée par la fermeté tranquille de ses mots. Dans son regard, elle crut voir une étincelle de protection. Cette nuit-là, pour la première fois, elle s'endormit contre lui, sans qu'il la repousse. Mais le chemin restait rude. Ahyoka se débattait avec ses propres contradictions. Chaque fois qu'il sentait sa fragilité, il avait envie de la protéger. Chaque fois qu'il croisait son sourire discret, il avait envie de le garder pour lui. Mais aussitôt, il se raidissait, se rappelant son serment de ne plus aimer. Il voulait un enfant, pas une compagne. Un soir pourtant, après plusieurs semaines, il franchit une limite. Alors que la lune baignait la tente d'une lueur pâle, il s'approcha d'elle. Ses lèvres effleurèrent ta peau. Hésitante, presque maladroite, Lyanna frémit, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas de la brutalité, mais une curiosité retenue, un désir naissant qu'il n'avouait pas. Leurs corps s'unirent cette nuit-là, non pas dans la violence, mais dans une douceur hésitante. Lyanna découvrit que derrière la rudesse de son chef, il y avait une chaleur qu'il ne savait pas montrer. Ahyoka, de son côté, sentit pour la première fois depuis des années qu'une faille s'ouvrait dans sa forteresse intérieure. Mais au matin, il se mura de nouveau dans le silence, comme si rien ne s'était passé, comme si l'ombre de l'amour ne devait jamais franchir le seuil de son cœur. Les jours suivants furent marqués par une étrange tension. Lyanna, encore bouleversée par la douceur inattendue de leur première union, croyait naïvement que quelque chose avait changé. Elle espérait que le chef lui adresserait un mot tendre, qu'il poserait sur elle un regard différent. Mais Ahyoka, fidèle à sa carapace, s'éloigna de nouveau, plus froid encore, comme s'il regrettait ce qu'il avait laissé paraître. Cette distance blessa Lyanna plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'était qu'une servante choisie par nécessité. Elle le savait. Mais l'illusion fugace d'une complicité lui avait ouvert un abîme. Elle commença à éviter son regard, se tenant à l'écart, murée dans un silence résigné.
Un soir, alors qu'ils partageaient le même feu, elle osa demander « Pourquoi me traites-tu comme si je n'étais rien ?» Il releva brusquement la tête, surpris. « Tu n'es pas rien, » répliqua-t-il sèchement. « Tu es celle qui portera mon enfant. »« Seulement cela ?» murmura-t-elle. Le silence qui suivit pesa comme une pierre. Aryoka détourna les yeux, incapable de répondre. Oui, seulement cela. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car au fond, il savait que ce n'était pas si simple. La fracture entre eux s'élargit au fil des semaines. Liana, sensible, cherchait une chaleur humaine. Aryoka, raide et dure, fuyait tout ce qui ressemblait à de l'attachement, et leurs différences éclatèrent parfois en éclats violents. Une fois, il la trouva près du feu commun, parlant doucement avec un jeune guerrier qui lui demandait des nouvelles de sa santé. Aryoka s'approcha, son regard flamboyant de colère. « Retourne dans ma tente !» ordonna-t-il d'une voix glaciale. Liana obéit, confuse. Mais quand il la rejoignit, elle osa relever le menton. « Pourquoi me parles-tu comme à une prisonnière ?» Je n'ai fait que répondre à une question polie. Il serre les poings, luttant pour contenir sa fureur. « Tu es sous ma protection. Tu n'as pas à sourire à d'autres hommes. » Elle écarquilla les yeux. « Mais tu ne me souris jamais, toi. Tu veux que je vive comme une ombre, sans parole, sans droit ?» Ces mots le frappèrent plus fort qu'une flèche. Il resta figé, partagé entre colère et honte. Car oui, c'était ce qu'il avait voulu. Qu'elle ne soit qu'un ventre, une présence muette. Mais en la voyant se dresser ainsi devant lui, ses yeux brûlants de dignité, il comprit qu'elle n'était pas aussi docile qu'il l'avait cru. Leurs disputes se multiplièrent. Liana lui reprochait sa froideur, son silence, son incapacité à montrer la moindre affection. Lui, il lui reprochait ses attentes, ses élans de tendresse qui le mettaient en face à sa propre faiblesse. Chaque conflit les blessait, mais étrangement, chaque confrontation les rapprochait aussi. Car dans ces éclats, ils se voyaient enfin l'un l'autre, sans masque. Un soir d'orage, après une querelle plus violente que les autres, Liana éclata. « Tu crois que je ne vois pas? Tu crois que je ne sens pas que ton cœur bat quand tu me touches? Pourquoi refuses-tu de l'admettre ?» Ces mots résonnèrent dans la tente comme un coup de tonnerre. Aryoka resta pétrifiée, son souffle court. Oui, elle avait raison. Mais admettre cette vérité, c'était trahir son serment, rouvrir la plaie qu'il avait juré de fermer pour toujours. Alors, plutôt que de répondre, il s'approcha brusquement et l'embrassa avec une fougue qui trahissait tout ce qu'il tentait de cacher. Liana s'abandonna, ses larmes se mêlant à ce baiser brutal, comme une tempête d'amour et de douleur. Quand ils se séparèrent, haletant, Aryoka murmura presque contre son gré. « Tu es un défi que je n'avais pas prévu. » Et dans les yeux de Liana, malgré la colère et les larmes, brillait une étincelle nouvelle. Celle d'une femme prête à combattre, non pas contre lui mais pour l'atteindre. Après l'orage de leur dispute, quelque chose avait changé entre eux. Les mots violents, les reproches, l'embrassement brutal avaient laissé des traces. Mais ces traces n'étaient pas seulement des cicatrices, elles étaient aussi des fissures par où la lumière pouvait passer. Les jours suivants, Aryoka ne fut plus tout à fait le même. Il restait dur en public, fidèle à son rôle de chef. Mais lorsqu'il se retrouvait seul avec Liana, il semblait hésitant, comme s'il découvrait un terrain inconnu. Ses gestes perdaient leur froideur. Son regard s'attardait plus longtemps. Et parfois, au détour d'un silence, il effleurait sa main comme par accident. Un soir, alors que la lune baignait la tente d'une clarté argentée, il entra sans son armure de chef,
Ses épaules, larges et puissantes, paraissaient plus lourdes qu'à l'ordinaire. Lyanna, assise près du feu, leva vers lui des yeux étonnés. « Tu es fatigué, dit-elle doucement. Il hocha la tête, s'assit à côté d'elle. Pour la première fois, il ne chercha pas à masquer son épuisement. Elle tendit une main hésitante vers lui, effleurant son bras. Il se raidit un instant, puis, au lieu de l'écarter, il la laissa faire. Ce simple geste, timide mais sincère, éveilla en lui une chaleur qu'il croyait morte. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Parce que tu es un homme, pas seulement un chef, » répondit-elle. « Et les hommes aussi ont besoin de tendresse. » Ces mots simples brisèrent quelque chose en lui. Il se tourna vers elle, son visage si proche qu'elle sentit son souffle chaud. Il posa une main sur sa joue, rugueuse mais étonnamment douce dans son intention. Leurs lèvres se rencontrèrent, non plus dans la colère comme auparavant, mais dans une lenteur troublante. La nuit les enveloppa. Leurs corps s'approchèrent, se découvrirent avec une hésitation nouvelle. Ahyoka, lui qui avait juré de ne jamais se laisser attendrir, caressa sa peau avec une attention presque maladroite. Lyanna, le cœur battant, répondit avec une douceur infinie, guidée par un instinct plus fort que la peur. Ils s'unirent cette nuit-là dans une intimité tendre, loin de la brutalité qu'elle redoutait. Ses mains, d'ordinaire si dures, suivaient les courbes de son corps avec une délicatesse insoupçonnée. Elle, frêle et fragile, trouva dans ses bras une force protectrice, une chaleur qui effaçait les blessures de son passé. Quand ce fut fini, ils restèrent longtemps allongés, sans parler. Ahyoka fixait la toile de la tente, troublée par ce qu'il venait de ressentir. Lyanna, blottie contre lui, osait à peine respirer de peur qu'il s'éloigne. Mais il ne bougea pas. Sa main resta posée sur sa taille, comme s'il avait enfin accepté sa présence. Les jours qui suivirent, une complicité discrète s'installa. Ahyoka continuait à lutter contre lui-même. Mais il ne pouvait nier ce qui grandissait. Il surprenait Lyanna en train de sourire. Et ce sourire l'atteignait plus que 1000 batailles. Elle, de son côté, découvrait un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Derrière le chef dur et inflexible, il y avait un être capable de passion et de fragilité. Un soir, alors qu'ils s'étaient endormis l'un contre l'autre, Lyanna osa murmurer « Tu n'es pas aussi froid que tu le crois. » Ahyoka ouvrit les yeux, la regarda longuement. Puis, dans un souffle qu'il n'avait pas prévu, il répondit « Et toi, tu n'es pas aussi fragile que je l'ai cru. » Ces mots furent pour elle la plus douce des promesses, même s'il ne l'avouait pas encore. Dans ce lien né malgré lui, l'amour commençait à prendre racine. La saison froide approchait, et avec elle, la menace des tribus voisines. Depuis des mois, les éclaireurs rapportaient des mouvements suspects. Une alliance entre plusieurs clans ennemis se formait, cherchant à s'emparer des terres fertiles des Lakota. Ahyoka savait que tôt ou tard, il devrait défendre son peuple. Mais cette fois, l'enjeu était plus lourd que jamais. Il n'était plus seulement chef, il était aussi protecteur d'une femme fragile qu'il avait choisie et peut-être bientôt père de son héritier. Un matin, l'alerte résonna dans le camp. Un groupe d'ennemis avait franchi la rivière à l'est, brûlant des huttes isolées. Les guerriers s'armèrent, le feu de la guerre brillant dans leurs yeux. Ahyoka, en chef aguerri, prit immédiatement la tête des préparatifs. Son visage dur, ses ordres rapides rappelaient au pourquoi on le respectait. Il était un roc dans la tempête, mais derrière cette façade, une inquiétude nouvelle rongeait son cœur. Lyanna.
Il ne pouvait se résoudre à l'imaginer en danger. « Tu resteras ici, dans la tente, » dit-il en la rejoignant avant le départ. « Tu ne sortiras pas, quoi qu'il arrive. » Elle hocha la tête, mais ses yeux se remplirent d'angoisse. « Et si tu ne reviens pas ?» Il la fixa longuement. Jamais elle ne l'avait interrogé ainsi. Jamais il n'avait vu dans ses yeux une peur si sincère. Il pose une main ferme sur son épaule. « Je reviendrai. Pour toi. » Ces mots lui échappèrent avant même qu'il n'ait le temps de les retenir. « Pour toi. » Liana sentit son cœur s'emballer, une chaleur inattendue envahir sa poitrine. La bataille dura 3 jours. Les cris, le feu, le sang marquèrent les nuits glacées du Nebraska. Ahioka se battit comme un fauve, menant ses hommes avec une bravoure sans faille. Mais chaque coup qu'il donnait, chaque flèche qu'il décochait, il pensait à elle, à ses yeux humides, à sa voix tremblante. Et cette pensée lui donnait une force qu'il n'avait jamais connue. Au 3e jour, alors que les Lakota reprenaient l'avantage, une flèche ennemie transperça l'épaule d'Ahioka. Il chancela, mais continua à se battre, refusant de tomber. Ses hommes, galvanisés par son courage, repoussèrent enfin les assaillants. La victoire fut arrachée, mais au prix de sang et de larmes. Quand Ahioka rentra au camp, blessé mais vivant, Liana accourut. Elle n'écouta ni les convenances, ni les regards des autres. Elle se jeta à ses côtés, posant ses mains tremblantes sur sa blessure. « Mon chef, tu saignes !» Il tente un sourire crispé. Ce n'est rien, une simple égratignure. Mais ses traits tirés trahissaient la douleur. Liana resta auprès de lui toute la nuit, nettoyant sa plaie, veillant à ce qu'il ne sombre pas dans l'inconscience. Elle ne dormit pas, sa main serrant la sienne comme pour l'empêcher de disparaître. À l'aube, alors que le silence régnait, Ahioka ouvrit les yeux. Il vit son visage penché au-dessus de lui, marqué par l'épuisement mais illuminé d'une tendresse bouleversante. Il murmura d'une voix faible. « Pourquoi restes-tu » Elle répondit sans hésiter. « Parce que ma vie n'a de sens que si tu respires encore. » Ce fut comme une flèche plantée droit dans son cœur. Ahioka comprit alors qu'il n'était plus ce chef solitaire, qui cherchait seulement un héritier. Il était un homme aimé, et cet amour avait donné un sens nouveau à son combat. Dans ce silence fragile, il prit sa main et la porta à ses lèvres. Ce geste, plus fort que 1000 mots, fut pour Liana la promesse qu'il ne pourrait plus jamais se cacher derrière sa froideur. Les semaines qui suivirent la bataille marquèrent un tournant. La tribu panse encore ses plaies, mais la victoire renforça la légende d'Ahioka. Aux yeux de son peuple, il était invincible. Pourtant, dans l'intimité de sa tente, il se découvrait vulnérable. La flèche qui avait failli lui coûter la vie n'avait pas seulement laissé une cicatrice sur son épaule, elle avait ouvert une brèche dans son cœur. Liana, fidèle et douce, ne le quitta pas d'une semelle durant sa convalescence. Elle veillait à ses pansements, préparait ses remèdes, l'obligeait même à se reposer, au grand étonnement des guerriers. Et Ahioka, contre toute attente, acceptait ses soins. Lui qui ne supportait pas qu'on lui dicte quoi faire, se laissait guider par ses mains fragiles, comme si elles détenaient un pouvoir qu'aucune arme ne possédait. Un matin, alors qu'elle rangeait des tissus, Liana sentit un vertige la saisir. Elle s'assit, une main sur son ventre. Une intuition la traversa, à la fois bouleversante et effrayante. Les lunes s'étaient écoulées, et son corps lui parlait. Elle attendait un enfant. La nouvelle se répandit vite dans le camp. Des regards se tournèrent vers elle avec plus de respect, mais aussi plus d'envie. Elle n'était plus seulement une servante choisie.
Elle portait désormais le futur héritier. Quand Ahioka l'apprit, son cœur se serra d'une fierté qu'il n'avait jamais connue. C'était ce qu'il avait désiré, son but depuis le début. Pourtant, lorsqu'il posa la main sur le ventre arrondi de Lyanna, il comprit que ce n'était pas seulement l'enfant qu'il attendait. C'était leur enfant. Le fruit d'une union qu'il n'avait pas planifiée, mais qui prenait racine au plus profond de lui. Les mois passèrent. La grossesse rapprochait le couple d'une manière inattendue. Ahioka, qui autrefois ne s'intéressait qu'aux affaires de la tribu, passait plus de temps à veiller sur Lyanna. Il l'accompagnait dans ses promenades lentes au bord de la rivière, portait pour elle les paniers trop lourds, s'assurait qu'elle mangeait à sa faim. Ces gestes simples, presque invisibles pour les autres, étaient pour elle des preuves éclatantes d'un attachement qu'il n'osait pas nommer. Lyanna, elle, rayonnait malgré la fatigue. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, celle d'une femme qui porte en elle une promesse d'avenir. Elle n'oubliait pas la froideur de leur début, ni les larmes versées dans la solitude. Mais chaque fois qu'Ahioka posait sa grande main sur son ventre pour sentir les mouvements de l'enfant, elle voyait en lui un homme changé. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait contre les parois de la tente, Lyanna posa la tête sur son épaule et murmura « Tu ne voulais pas d'amour et pourtant, nous y voilà. » Ahioka resta silencieux. Les mots l'effrayaient encore. Mais au lieu de se refermer, il passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. Ce geste valait plus qu'une déclaration. Pourtant, tout n'était pas paisible. Les jalousies persistaient. Certaines femmes, qui espéraient un jour attirer l'attention du chef, voyaient en Lyanna une rivale indigne. Des murmures circulaient encore, parfois cruels. Mais désormais, Ahioka ne restait pas muet. À la moindre parole insultante, il imposait son autorité. Son message était clair. Quiconque offensait Lyanna offensait le chef lui-même. Cette protection renforça le lien entre eux. Lyanna comprenait que derrière ces silences persistants, il y avait une loyauté profonde, une manière à lui d'aimer. Et Ahioka découvrait qu'aimer ne signifiait pas faiblesse, mais au contraire force nouvelle. À mesure que l'hiver s'assombrissait, leur tente devenait un refuge. Le feu y brûlait plus chaud, leurs regards s'y croisaient plus tendrement. Et dans ce cocon fragile, au milieu des tempêtes, ils attendaient ensemble le miracle qui allait sceller leur destin. Le printemps approchait, et avec lui, la promesse de renouveau dans la nature et dans leur vie. Lyanna sentait l'enfant bouger dans son ventre avec plus d'énergie, et chaque mouvement réveillait en elle un mélange de crainte et d'émerveillement. Mais ce n'était pas seulement le bébé qui changeait leur monde. Leur lien, fragile au départ, avait désormais pris racine et commençait à fleurir. Ahioka, qui jadis ne voyait en elle qu'un moyen d'obtenir un héritier, se surprenait à observer chacun de ses gestes avec attention. Il notait la courbe de ses sourcils, la douceur de ses mains lorsqu'elle préparait le feu, et même la façon dont elle souriait timidement lorsque personne ne la regardait. Ces détails, insignifiants pour d'autres, le touchaient profondément. Il comprit enfin que son cœur n'était plus un rocher inaccessible. Il battait pour elle. Un soir, alors qu'il s'était retiré dans la tente, le vent soufflait à l'extérieur et les étoiles brillaient au-dessus des plaines. Lyanna s'assit près de lui, posant une main sur son torse. « Je t'ai observé ces derniers mois, » murmura-t-elle, « et je crois que je t'aime. » Ahioka la fixa, incrédule. Ces mots qu'il avait lui-même longtemps refusés, voilà qu'ils jaillissaient de sa bouche avec une clarté déconcertante. Une part de lui voulait nier, se refermer comme autrefois. Mais il vit la sincérité dans ses yeux,
et sentit qu'il ne pouvait plus fuir. « Moi aussi », souffla-t-il d'une voix étrangère même à ses propres oreilles. Ces simples mots, chargés d'émotion, brisèrent la dernière barrière entre eux. Liana se jeta dans ses bras, et pour la première fois, Ahioka la serra sans retenue, sans prudence. Les mains qui avaient autrefois tremblé de colère ou de frustration caressaient maintenant son dos avec une tendresse brûlante. Les jours suivants furent emplis de gestes de douceur et de proximité. Ils ne se contentaient plus de se toucher, ils se regardaient, se parlaient, riaient ensemble. Ahioka apprit à confier ses pensées, ses craintes, ses souvenirs. Liana, elle, partageait ses rêves, ses espoirs, ses fragilités. Ensemble, ils découvraient un monde qu'aucun d'eux n'avait imaginé, celui de la confiance et de l'amour réciproque. La tribu remarqua ce changement. Ceux qui avaient autrefois douté de l'union virent du maintenant un couple uni, respectueux et complice. Les murmures se turent, remplacés par une admiration sincère. Ahioka, le chef dur et inflexible, n'était plus un simple homme de pouvoir. Il était un homme capable d'aimer et d'être aimé. Un après-midi, alors que le soleil baignait les plaines d'une lumière dorée, Liana posa une main sur son ventre arrondi et dit « Regarde ce que nous avons créé !» Ahioka sentit un frisson parcourir son échine. L'enfant n'était pas seulement une promesse, mais le symbole de leur union, de leur passage de l'ombre à la lumière. Il déposa un baiser sur son front, puis sur son ventre, murmurant « Ce que nous avons, c'est plus que je n'ai jamais imaginé. » Et ce soir-là, allongés côte à côte, ils s'embrassèrent lentement, profondément. Les gestes étaient désormais pleins de certitude, de désir mêlé à un respect mutuel. Les nuits froides et les tensions passées semblaient loin. Dans ce cocon fragile, ils se tenaient enfin ensemble, liés par l'amour et la promesse d'un avenir qu'ils allaient construire main dans la main. Le chef de tribu et la servante orpheline n'étaient plus deux êtres séparés par le devoir et la distance. Ils étaient une seule âme, unis par le destin et par le cœur. Les derniers mois de la grossesse furent doux, presque magiques. Liana rayonnait d'une lumière nouvelle. Et Ahioka, pour la première fois depuis des années, ne connaissait plus la solitude. Chaque matin, il venait près d'elle, caressant son ventre avec une attention respectueuse, murmurant des mots qu'il n'aurait jamais cru prononcer. L'enfant à naître était devenu le centre de leur monde, le lien ultime entre eux. Un soir, alors que la neige commençait à recouvrir les plaines, Liana sentit les premières contractions. Le temps sembla s'arrêter. Ahioka, malgré sa stature imposante et son courage, sentit son cœur battre avec une anxiété qu'il n'avait jamais connue. Il guida Liana jusqu'à une tente préparée spécialement pour l'accouchement, veillant à chaque détail, chaque geste. La nuit fut longue. Les cris de douleur de Liana résonnaient dans le silence hivernal, et Ahioka, tenant sa main, la soutenait avec un mélange de force et de tendresse. Il murmura des encouragements, des mots doux, ses lèvres effleurant son front couvert de sueur. Et quand le premier cri du bébé retentit, un sentiment irrépressible l'envahit. Fierté, soulagement et un amour qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ils découvrirent ensemble un petit garçon aux yeux foncés, déjà vigoureux et plein de vie. Liana, épuisée mais heureuse, posa le bébé sur son sein, tandis qu'Ahioka s'agenouillait à leur côté, incapable de détourner le regard. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il caressa la joue de l'enfant, et pour la première fois, il sentit que son rôle de père n'était pas seulement un devoir, mais un privilège. « Il est parfait !»
murmura Liana, les yeux embués de larmes. Ayoka hocha la tête, sa gorge serrée. « Comme toi et comme moi », répondit-il simplement. Mais le poids de ces mots portait toute la profondeur de son cœur. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent ensemble sans barrière, sans tension ni peur. Le chef dur et inflexible et la servante douce et fragile s'étaient trouvés dans l'adversité, la peur, la tendresse et la passion. Leur amour, né dans les silences et les conflits, avait enfin éclaté au grand jour, pur et total. Au matin, le soleil se leva sur les plaines du Nebraska, illuminant le camp et la nouvelle famille. Les guerriers et les serviteurs, témoins de leur union, comprirent que le lien qui les unissait était plus fort que n'importe quelle rivalité ou jalousie. Et Ayoka, regardant Liana et leur fils, comprit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, sans le savoir. Non seulement un héritier, mais un amour vrai et éternel. Dans le souffle du vent et le chant des plaines, la promesse d'un avenir partagé se dessinait. Le chef et sa servante, unis par le destin, la tendresse et le courage, étaient désormais une famille complète. Leur histoire, née de la solitude et de la nécessité, avait trouvé sa pleine réalisation dans l'amour véritable.